vous devez traiter un patient. Bien sûr, vous avez interrogé, vous avez peut-être fait des examens complémentaires, vous devez vous fixer des objectifs. Quels sont les objectifs thérapeutiques? C'est soulager les symptômes, améliorer la qualité de vie du patient. Et si, j'ai mis entre guillemets, si on a fait une endoscopie, et si cette endoscopie retrouve des lésions sévères, ça veut dire quoi, lésions sévères? C'est œsophagite grade C ou grade D de Los Angeles. Je vous rappelle que pour le grade C et D, c'est des ulcérations ou érosions confluentes qui communiquent. Moins de 75%, c'est un C. Plus de 75%, c'est un D. En ce qui concerne, bien évidemment, les règles hygiéno-diététiques, ça c'est capital. Parce que sur le plan du traitement, on a bien dit dans la plaque physiopathe qu'on n'a aucun médicament miracle qui corrige la défaillance du sphincter inférieur de l'œsophage. Et donc, si on ne peut pas agir sur le sphincter inférieur de l'œsophage, obligatoirement, on va donner des médicaments qui vont agir sur l'acidité gastrique. Et du coup, la réflexion logique, quand on arrête le traitement, eh bien, la majorité des patients vont récidiver. En pratique, au moins la moitié, voire plus de la moitié des patients vont récidiver. C'est pour ça que j'ai dit, comment parle-t-on d'échec? Est-ce qu'un patient traité, quand il arrête le traitement, il refait les symptômes? Est-ce que c'est ça un échec? C'est prévisible, puisqu'on n'a pas agi sur la cause. Et donc, on va dire à nos patients, si vous ne voulez pas être dépendant des médicaments sur le long terme, il faut réduire le poids. Logiquement, puisque le surpoids, obésité, c'est le facteur principal. Arrêter l'alcool et le tabac. Arrêter l'alcool et le tabac, mais la problématique majeure, c'est réduire le poids. Et sur le plan pratique, ça, c'est une conférence à part. Mais sur le plan pratique, les principes fondamentaux, quand vous faites un régime ou vous donnez un régime à quelqu'un, il ne faut jamais être très gourmand sur les objectifs sur le court terme, parce que vous aurez un effet yo-yo, c'est-à-dire ça va chuter rapidement et ça va remonter à un niveau supérieur au niveau initial. Et donc, donnez des règles, fixez-vous un objectif, une perte de 10% sur l'année, c'est génial. Mais les règles hygiéno-diététiques, on doit les changer de façon définitive. On va dire aux patients, par exemple, d'enlever tout ce qui est boisson sucrée, ça, il faut les bannir, surtout avec les conservateurs industriels, ça augmente également le risque de plein de cancers, ça, on ne va pas se gêner. On va dire, il faut les bannir. Et on va aller aux objectifs, doucement, l'objectif principal étant de réduire le poids et on sera gagnant dans l'affaire pour notamment les maladies cardiovasculaires, diabète, hypertension, etc. Le régime alimentaire, j'ai mis un point d'interrogation parce que les facteurs déclenchants ne sont pas retrouvés de la même façon chez tous les patients et donc on va essayer de les identifier par l'interrogatoire et c'est finalement le patient qui va faire son propre régime alimentaire en ce qui concerne les facteurs déclenchants. Quels sont les médicaments que l'on va prescrire? On a 4 classes thérapeutiques. Les antiacides, les alginates, les anti-H2, les IPP. Et on va discuter de la chirurgie. Dans le marché, vous voyez que le RGO est très fréquent dans la population générale et donc il y a plusieurs IPP, puisque les laboratoires fabriquent beaucoup d'IPP puisqu'il y a beaucoup de gains là-dedans. Il y a 5 grandes classes. L'oméprazole, l'esoméprazole, pantoprazole, l'onzoprazole, rabéprazole. Et dans le marché algérien, des oméprazoles, il y en a plusieurs, les oméprazoles, etc. L'oméprazole, les IPP existent tous, soit en pleine dose, soit en demi-dose. Pourquoi on a conçu les demi-doses? Parce que quand on traite un malade pour un reflux gastro-œsophagien, c'est un traitement symptomatique. Et ce traitement symptomatique, quand le patient arrête
la prise du médicament, les symptômes peuvent récidiver. Et donc, on pourra avoir à traiter le patient au long cours. Et quand on donne des médicaments au long cours, on veut bien les donner à la dose la plus faible possible. C'est pour ça qu'il y a conception des demi-doses. Donc, si le patient va bien avec la demi-dose, ça vaut mieux que la pleine dose. Donc, pour l'oméprazole, demi-dose 10 mg, pleine dose 20 mg. Les oméprazoles, demi-dose 20 mg, pleine dose 40 mg. Pantoprazole, 20-40. L'onzoprazole, 15-30. Le rabeprazole n'existe pas sur le marché algérien, mais bon, 10 mg, pleine dose, 20 mg. Les 4 premiers existent sur le marché sous différentes formes. En pratique, on est devant 3 situations. Première situation, RGO typique. Je vous rappelle, RGO typique, les symptômes, c'est pyrosis et ou régurgitation. Si le patient a moins de 50 ans, s'il n'a pas de signe d'alarme, ça c'est la première situation, ça change puisqu'on ne va pas faire d'endoscopie. Deuxième situation, on a un RGO typique, mais le sujet a plus de 50 ans. Ou bien, il a des signes d'alarme. Là, vous imaginez bien, vous avez compris qu'on va devoir l'explorer par un examen endoscopique. Et puis la troisième situation qui concerne surtout le médecin spécialiste, c'est les manifestations atypiques. Donc, première situation, RGO typique, pas de signe d'alarme, âge moins de 50 ans. Eh bien, on a bien compris, l'endoscopie initiale n'est pas nécessaire. On va mettre sur l'ordonnance 1 voire 2 médicaments maximum. Pour rester dans la pratique, bien sûr, vous avez recherché les signes d'alarme, bien recherché, bien examiné le patient, il n'y a pas de signe d'alarme. Vous prenez une ordonnance, vous mettez par exemple, oméprazole. Oméprazole, c'est des gélules à 20 mg, une gélule, une demi-heure avant le petit déjeuner. Vous l'écrivez, vous l'expliquez au patient pendant 4 à 6 semaines. Vous mettez QSP 4 semaines. Vous allez me dire, et si le patient a des symptômes la journée et la nuit, et ça lui bousille la qualité de vie, vous pouvez, chez ces patients-là, logiquement, donner, par exemple, oméprazole, une gélule une demi-heure avant le petit déjeuner, une gélule une demi-heure avant le dîner, pas le soir au coucher, avant le dîner, pendant, par exemple, 2 semaines, et puis pendant 4 semaines, une gélule une demi-heure avant le petit déjeuner. QSP, 6 semaines. Et les IPP ont une action puissante, durable, dépendante du repas, ça vous l'avez bien compris, mais chez certains malades, le contrôle des symptômes n'est pas optimal. Alors, dans la même ordonnance, vous pouvez, sur la même ordonnance, rajouter un antiacide ou un alginate et dire au patient, par exemple pour l'antiacide, si jamais vous avez des brûlures, prenez une cuillère à soupe de l'antiacide, ça a un soulagement, ça va induire un soulagement rapide des symptômes et on ne peut pas donner que l'antiacide parce qu'on aura à donner beaucoup de flacons. Donc, l'ordonnance va comporter un seul médicament, voire 2 au maximum. Expliquez au patient. Ça marche. On va arrêter le traitement et on va voir ce qui se passe. Vous allez me dire, mais pourquoi vous arrêtez le traitement, sachant que on n'a pas agi sur la cause. Bien sûr, vous avez interrogé le patient, vous avez corrigé les règles hygiéno-diététiques ou les règles hygiéno-diététiques, vous allez dire manger le soir tôt, bien mastiquer, ne pas prendre de repas très copieux le soir, éviter le gras le soir puisque la vidange gastrique est ralentie, ne pas dormir immédiatement après un repas, respecter un délai d'au moins de 3 heures, arrêter les facteurs déclenchants, et puis là, on va récupérer environ 40% des malades qui ne vont pas récidiver. Les 60% restants, ils vont récidiver, on va voir de quelle manière
et on va les prendre en charge. Échec, ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, eh ben, l'endoscopie haute est obligatoire, puisqu'il faut voir ce qui se passe à l'intérieur. Deuxième situation, il s'agit d'un ergiotypique, c'est-à-dire pyrosis et ou régurgitation. Le sujet est âgé de plus de 50 ans, ou il y a un ou, signe d'alarme. Un des signes d'alarme suffit pour faire une endoscopie. L'endoscopie initiale est nécessaire. Cette endoscopie, soit elle va retrouver une œsophagite non sévère, soit elle va être strictement normale. Ça veut dire quoi, œsophagite non sévère? Ça veut dire œsophagite grade A ou B de Los Angeles. Je vous rappelle que pour le grade A et B de Los Angeles, c'est une érosion, c'est des érosions ou ulcérations linéaires qui ne communiquent pas, non confluentes. Moins de 5 mm, c'est un A. Supérieur ou égal à 5 mm, c'est un B. Vous allez me dire, mais se tromper n'est pas si méchant que ça, puisqu'ils sont dans le même sac. Je suis d'accord. On va les traiter de la même manière que le cas qu'on a décrit tout à l'heure, c'est-à-dire avec des IPP pendant au moins 4 semaines. Soit simple dose, ça veut dire pleine dose. Pleine dose, ça veut dire oméprazole 20 mg, 20 mg, une gélule, une demi-heure avant le petit déjeuner, bien expliqué. Si le patient fait des symptômes plus importants, on peut doubler la dose pendant le premier moment. En ce qui concerne l'œsophagite sévère, ça veut dire si le malade me fait une œsophagite grade C ou D de Los Angeles, ça veut dire que les ulcérations sont confluentes, soit moins de 75% de la circonférence, c'est un C, supérieur ou égal à 75%, c'est un D, ou bien il y a une forme compliquée. Là, obligatoirement, l'IPP qui sera utilisé, c'est obligatoirement double dose pendant au moins 8 semaines. Ça veut dire que si vous mettez de l'oméprazole, une gélule, une demi-heure avant le petit déjeuner, une demi-heure avant le dîner, pendant 8 semaines minimum, et après ces 8 semaines, si vous vous rappelez la plaque sur les objectifs, on a dit soulager les symptômes, améliorer la qualité de vie. Là, le troisième objectif est obligatoire, c'est-à-dire cicatrisation des lésions. Et la seule façon de vérifier qu'il y a eu cicatrisation des lésions, c'est de refaire cette endoscopie, c'est-à-dire le contrôle endoscopique est obligatoire. Si ça a cicatrisé, on va maintenir les IPP au long cours, on ne va pas pouvoir les arrêter. S'il y a échec, on va se poser certaines questions. Surtout, l'observance au traitement, c'est la première cause d'échec. L'observance au traitement, la façon de prendre l'IPP, s'il y a un échec réel, ce qui est rare, on va prendre les mesures qu'il faut. Troisième situation, manifestation atypique. Ça veut dire là, c'est le patient qui a fait des douleurs thoraciques, mais sur le plan cardiologique, il n'y a strictement rien et l'exploration est revenue strictement normale. Vérifiez vous-même que tous les examens cardiologiques ont été faits. Documents à l'appui. Vous devez voir. Sinon, vous allez vous faire avoir. Vous allez indiquer une endoscopie. Et en phase de douleur, l'endoscopie, en cas d'infarctus du myocarde, est formellement contre-indiquée. Si on a éliminé ça, devant des manifestations orales atypiques, eh ben, l'endoscopie va rechercher quoi? Va rechercher est-ce qu'il y a ou pas des lésions d'œsophagite. S'il y a œsophagite, il y a obligatoirement reflux. Et donc, on a posé le diagnostic de reflux, on va passer au traitement. Maintenant, s'il n'y a pas d'œsophagite, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas d'œsophagite permet d'éliminer formellement un reflux? La réponse est clairement non. La réponse est clairement non, parce que vous vous rappelez que pour les malades qui ont un reflux gastro-œsophagien, dans la majorité des cas, l'endoscopie digestive va être normale. Et une endoscopie normale n'élimine pas le diagnostic de reflux gastro-œsophagien. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, soit on dispose, vous allez faire ça
le détail dans le cours exploration, physiologie et exploration de l'œsophage, on va faire une pH-métrie couplée à une impédance-métrie, puisque le pH intra-œsophagien, il est aux alentours de 6. Si on a à la pH-métrie un pH de façon durable, répétée, qui descend au-dessous de 4, ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a forcément remontée de contenu gastrique dans l'œsophage et on a posé le diagnostic de reflux gastro-œsophagien. Si on n'a pas pu avoir de pH-métrie et cette pH-métrie n'est pas disponible dans la pratique courante, vous pouvez vous dire la chose suivante. De toute façon, les IPP sont des médicaments très puissants pour réduire la sécrétion gastrique acide. On va bien expliquer au patient, on va lui donner des IPP double dose, bien expliquer que ça se prend avant un repas, l'écrire sur l'ordonnance, l'expliquer au patient. Et si on donne ça pendant 8 semaines, et si le patient, il y a de l'amélioration nette des symptômes sur les 8 semaines, eh ben on va se dire que finalement, sur les 8 semaines, il y a cette symptomatologie est en rapport avec un reflux gastro-œsophagien. Vous allez me dire, le diagnostic de certitude, c'est la pH-métrie, impédance-métrie, mais ça, c'est un diagnostic indirect qui vaut ce qu'il vaut, mais il est, de toute façon, utilisé très couramment dans la pratique quotidienne. Alors, vous avez traité le patient, vous avez bien expliqué le traitement, le patient a été observant, il s'est nettement amélioré à l'arrêt du traitement, qu'on va arrêter globalement après 6 semaines de traitement, 4 à 6 semaines de traitement, on va dire au patient, arrêtez votre traitement, et quand vous mettez des QSP sur l'ordonnance, vous allez dire au patient, voilà, prévoyez toujours 1-2 boîtes de plus, le patient va arrêter le médicament et vous allez lui dire, arrêtez le médicament, si ça reprend, il va reprendre le traitement. Voilà. Premier cas de figure, les règles hygiéno-diététiques que vous avez mis a permis une non-récidive des symptômes. Ça, c'est le cas clinique, c'est le cas de figure idéal. C'est les environ, moins de 40%. Et donc, ceux-là, vous n'allez pas donner du traitement au long cours. Les autres, les 60%, ils vont récidiver. Le patient peut récidiver de plusieurs façons. Soit il est très bien, ce reflux-là a duré dans le temps, après quelques mois de traitement, ça a repris. Par exemple, c'est typiquement les patients RGO et Ramadan. Durant le mois de carême, ils font du reflux. Eh bien, vous allez préconiser l'ordonnance pendant le mois de carême et pendant les jours auxquels il va jeûner après le mois de carême. Vous allez redonner le même traitement. Lorsque les patients rechutent précocement à l'arrêt du traitement, c'est-à-dire dès l'arrêt du traitement, c'est le cas de figure qu'il y a ici. Désolé, cette plaque, je vais la refaire. On est là. À l'arrêt du traitement, ça a repris. Et si à l'arrêt du traitement, ça a repris, entre-temps, il a repris les médicaments et il vient vous voir. Eh bien, c'est un RGO chronique. Vous allez préconiser un traitement au long cours. Si c'est à visée purement symptomatique, vous allez donner la dose minimale efficace. C'est-à-dire, vous avez 2 façons de faire. Soit vous donnez la demi-dose, par exemple l'oméprazole, le 20 mg, vous avez basculé vers le 10 mg. Une deuxième façon de faire, c'est de dire au patient, prenez un jour oui, un jour non. Si ça marche, un jour oui, 2 jours non. Si ça reprend, revenez à un jour oui, un jour non, et maintenez ce traitement sur le long cours. Le patient va vous dire, est-ce que je peux arrêter par moment et voir ce qui se passe? Eh bien oui, ce n'est pas méchant. Vous avez des médicaments, vous arrêtez, vous voyez ce qui se passe. Si ça reprend, eh bien reprenez les médicaments. Et finalement, c'est de l'apprentissage et c'est le patient qui va gérer
6 médicaments au long cours. En cas d'œsophagite sévère ou d'œsophagite compliquée, obligatoirement, les IPP ne doivent pas être arrêtés parce que l'expérience montre clairement qu'à l'arrêt du traitement, les symptômes vont reprendre et plus encore, les lésions vont réapparaître. Et donc, tout ce qui est œsophagite grade C, grade D de Los Angeles impose un IPP à dose complète au long cours. Si vous parlez de l'oméprazole, c'est du 20 mg une fois par jour à vie. Maintenant, les autres cas de figure. Les autres cas de figure, vous avez un patient qui vient vous voir, il a des symptômes typiques, il a un pyrosis, et ce pyrosis-là est occasionnel. Par exemple, lorsqu'il est invité, lorsqu'il mange quelque chose dehors, par exemple, certains aliments, il a des espaces, il a des symptômes. Moins inférieur ou égal à 2 fois par semaine, c'est-à-dire 1 fois par semaine ou moins d'1 fois par semaine. Pour ces patients-là, les IPP ne sont pas de bons médicaments. Parce que s'il fait un épisode de reflux 1 fois par hasard, vous avez besoin d'un médicament à action rapide, même s'il n'est pas très puissant. Et là, les antiacides sont bons, les alginates sont bons, les anti-H2 sont bons. C'est-à-dire, vous allez prescrire un antiacide qu'il va prendre ou un alginate qu'il va prendre à la demande. Dans ce cas de figure, les IPP ne sont pas recommandés parce que même s'ils sont puissants, même s'ils ont une action durable, ils n'ont pas un effet immédiat. Deuxième cas de figure, on a des symptômes typiques, là j'en ai parlé, et rapprochés. C'est-à-dire, le patient fait les symptômes supérieurs à 1 fois, strictement. Hein. C'est-à-dire 2 fois ou plus. Là, obligatoirement, on va préconiser les IPP. On va préconiser les IPP obligatoirement. Et vous avez fait la part des choses entre là et là. Là, c'est des symptômes typiques espacés 1 fois par semaine ou 1 fois plus d'1 semaine. Là, les IPP ne sont pas recommandés. Antiacide, alginate, anti-H2. 2 épisodes par semaine ou plus, obligatoirement, on va traiter par les IPP. Avec les IPP, on peut mettre un antiacide pour un meilleur contrôle des symptômes. La question que les patients vont vous poser obligatoirement, actuellement, il y a débat. Vous allez sur Google, vous mettez effets secondaires des IPP. Les patients vont le faire, puisque systématiquement, quand vous mettez des médicaments au long cours, les patients redoutent les effets secondaires. Et s'ils vont sur le moteur de recherche Google, ils vont voir plein de choses. Là, je vais vous mettre une autre plaque où il y a cancer, ça expose au cancer, cancer gastrique, cancer colique, ça peut donner une insuffisance rénale, ça peut donner une démence, ça peut donner des infections digestives pulmonaires, ça peut donner des fractures osseuses et le patient va venir affolé. Docteur, qu'est-ce que vous m'avez donné? Vous m'avez donné un médicament qui donne le cancer. Et il faut savoir que ces effets secondaires ont été bien étudiés et que jusqu'à présent, en 2020, le risque global est faible, voire est soit théorique, par exemple, le risque de fracture osseuse est très théorique. Comment on explique un risque de fracture osseuse? Par le fait que les IPP pourraient entraîner une malabsorption de calcium et les fameuses pompes existent également au niveau des ostéoclastes. Et vous savez que la destruction-réparation de l'os, c'est un processus continu dans le temps. Et si on va inhiber ces pompes au niveau des ostéoclastes, on va fragiliser l'os et on va exposer au risque de fracture osseuse, du moins sur le plan théorique. Ça n'a jamais été prouvé dans la vraie vie. Et donc, ce que vous devez retenir finalement, et ce que vous devez dire à votre patient, lorsqu'on donne des médicaments, il y a un rapport bénéfice-risque.
Il faut respecter scrupuleusement les indications. Et quand on respecte les indications, le bénéfice est largement supérieur au risque qui, je vous le rappelle encore une fois, il est soit faible, soit théorique. Et on peut en débattre dans les questions. La seule précaution à prendre, c'est quand vous donnez des IPP au long cours, ça veut dire quoi au long cours? C'est supérieur à 6 mois. Il faut éradiquer Helicobacter pylori. Le schéma d'éradication, vous allez le faire sur le cours maladie ulcéreuse. Pourquoi? Parce que Helicobacter pylori est une bactérie qui vit au niveau de l'antre. Si on donne des IPP au long cours, ça va remonter dans le fundus, induire l'atrophie, et l'atrophie gastrique prédispose à la métaplasie intestinale, et la métaplasie intestinale gastrique prédispose, comme dans l'œsophage d'ailleurs, à la dysplasie bas grade, au grade, à l'adénocarcinome. Et donc, si on donne des IPP, il y a un risque, même s'il est faible, il y a un risque d'accélérer le processus d'atrophie, métaplasie, dysplasie, et donc ça exposerait au risque de cancer gastrique. Et donc, il faut tuer la bactérie, éradiquer l'Helicobacter pylori chez les patients chez qui on va donner des IPP au long cours.